Comme tous les drames, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. On compatit, ou tout du moins on essaye. On se dit qu'être à la place des autres, ça doit être très difficile, qu'ils ont du courage de tenir le choc, et qu'on espère que ça ira vite mieux pour eux. Et parce qu'on ne peut rien faire de plus, on passe à autre chose. On reprend sa vie, ses habitudes, ses joies et ses petits soucis. Jusqu'à ce que ça nous tombe dessus, sans prévenir, sans petit signe avant-coureur pour nous préparer au choc. Le drame, il arrive dans ta vie comme un pavé qui viendrait briser ta fenêtre. T'auras beau faire attention en essayant de ramasser tous les morceaux, tu vas te couper, avoir mal, et quand tu les auras recollés entre eux, ta fenêtre, elle sera plus jamais comme avant. Le glioblastome, c'est ce qu'il a fait en entrant dans ma vie. Il l'a brisé. Il a éparpillé des morceaux de toute ma famille, de mes repères et de moi un peu partout. Ce qui me guidait autrefois n'avait plus de sens. Rien n'avait de logique et pourtant, il a fallu avancer. Alors pour t'aider à comprendre ce que c'est le glioblastome et ce qu'il fait à des milliers de vies par an, je vais te mettre dans ma peau. Je vais te faire vivre ce que j'ai vécu pendant 11 mois. Avant de connaître son nom, il y a eu un avant. Celui où ton père n'était pas encore officiellement atteint d'un cancer. Tu savais bien qu'il se passait quelque chose d'anormal, mais tu t'accrochais encore à l'espoir que, peut-être, c'était impressionnant mais pas si grave. Parce qu'il avait déjà eu une tumeur au cerveau il y a 10 ans, et elle s'était avérée être bénigne, même si ses symptômes avaient été impressionnants au début en baissant drastiquement la qualité de sa vue et en faisant gonfler son visage. Mais elle s'était nécrosée et depuis, tout allait bien. Mais même si tu essayes de te rassurer et de mobiliser tout l'optimisme dont tu es capable, tu sais que quelque chose cloche vraiment cette fois-ci. Parce qu'en 10 jours, tu l'as vu se paralyser de toute une partie de son corps. Au début, c'était juste son pied gauche avec lequel il butait dans les marches ou les pavés. Ensuite, c'était comme si sa main gauche était en permanence engourdie. Un peu comme quand tu as des fourmis dans les membres et que tu es un peu anesthésié. Puis un matin, maman t'a dit qu'il était tombé en prenant sa douche. Le lendemain, il est tombé en voulant se lever pour aller aux toilettes en pleine nuit. La journée suivante, t'apprends que maman a dû appeler les pompiers à 3h du matin parce qu'il avait encore chuté, qu'il s'était blessé et que cette fois-ci, elle n'avait pas réussi à le relever seule. Là, tu commences à réaliser que c'est sans doute sérieux, parce que ton père, il a 59 ans. Il est plutôt en forme, dynamique et indépendant. Et là, il n'arrive plus à marcher seul. D'un coup. On te dit qu'il a passé un scanner et que l'image a révélé une masse dans son cerveau. Évidemment, tu n'aimes pas ça. T'espères que c'est comme la première tumeur et que ce sera vite soigné pour qu'il puisse reprendre sa vie d'avant. On t'apprend qu'il va passer une IRM pour qu'on puisse avoir une image plus précise de ce qui se trame dans sa tête. Mais qu'il faudra attendre une semaine, parce que c'est complet et que ton père, c'est pas le seul à en avoir besoin. Alors t'as pas le choix, t'attends. Tu maudis la terre entière et les médecins pour cette attente parce que tu sais au fond de toi que c'est urgent, et que c'est ton père, et que tout le monde devrait se mobiliser pour lui. Tu sais qu'ils y sont pour rien, mais la notion de recul commence à disparaître de ton quotidien. Parce que t'as peur. T'as tellement peur. En attendant, t'essayes de continuer à vivre normalement. Tu te lèves, vas au travail, rentres, manges, dors, sors voir des amis, passes du temps en famille. Mais tu te questionnes beaucoup, peut-être trop. Ta meilleure amie est médecin, radiologue. C'est la fille adoptive. Elle est entrée dans ta vie quand t'avais 10 ans et elle en est jamais ressortie. Vous vous êtes découvertes, avez grandi ensemble et ne vous êtes plus jamais quittés malgré la distance et les années. Elle à Bordeaux, toi à Lyon. C'est la sœur que tu as choisie. C'est celle qui est devenue pour tes parents et ta petite sœur un membre de la famille à part entière. Elle vit cette angoisse et cette attente avec toi. Tu la tiens informée, tous les jours, tout le temps. Dès que t'as une information, t'espères qu'elle pourra l'interpréter pour toi avec ses connaissances médicales. Mais elle n'est pas en charge de son dossier. Elle est dans la même impuissance que toi. Alors, s'installe progressivement l'une des notions qui va t'accompagner pendant ces 11 prochains mois. L'attente. Cruelle, sournoise, mais inévitable. Le jour de l'IRM arrive. Il te plonge dans un état que tu vas apprendre à bien connaître aussi ces 11 prochains mois. L'ambivalence. Parce que l'image va confirmer la masse au cerveau, et elle est massive. Il y a un œdème énorme qui englobe une tumeur. Une tumeur que les neurochirurgiens vont vouloir biopsier pour connaître sa nature. Une partie de toi espère encore que la tumeur est bénigne et que ça ira. Que maintenant que vous avez un début de réponse, on va pouvoir commencer à avancer, à agir. Mais l'autre, elle est terrifiée. C'est comme si on éteignait les lumières une à une et que tu n'avais plus que quelques repères faibles auxquels t'accrocher avant de sombrer dans l'obscurité. T'espérais presque qu'on t'annonce sa disparition pour reprendre ta vie d'avant, même si c'était contre toute logique. Le jour de la biopsie arrive. Tout se déroule bien, ton père se réveille, il est fatigué mais souriant et il a hâte de rentrer à la maison. Tu vas le voir à l'hôpital comme tous les jours depuis qu'il a été hospitalisé il y a une semaine, parce que ta mère n'arrivait plus à gérer sa paralysie seule, et qu'elle se sentait démunie. Parce que ton père fait 1m87 et ta mère 1m58. Et que le porter à bout de bras, elle pouvait tout simplement pas. Parce que ton père était têtu et que, même s'il était plus capable de marcher seul, il essayait quand même, quitte à se casser la gueule. On t'annonce qu'il faudra attendre 10 jours pour connaître le résultat de la biopsie et savoir vraiment ce qui se cache dans le cerveau de ton père. Connaître le nom de cet ennemi à abattre. Encore de l'attente. Arrive alors cette étape que tu as appelée celle du chat, comme le chat de Schrödinger. Tu sais, cette expérience de pensée qui joue sur les probabilités et les paradoxes. Celle où les scientifiques ont imaginé enfermer un chat dans une boîte avec un flacon de gaz radioactif.
Tant que la boîte n'a pas été réouverte et qu'une réalité n'a pas été constatée, et malgré la probabilité que le chat soit mort à cause du gaz, il n'est pas possible d'affirmer qu'il est vraiment mort. On considère alors que les deux états sont probables, mort et vivant. Jusqu'à ce qu'on t'annonce le nom de ce qui squatte le cerveau de ton père, le chat, ce sera toi. Tu vas vivre ces 10 jours comme une sorte de bulle, une forme de sursis où tu peux encore prétendre que ta vie n'a pas été totalement bouleversée, qu'elle est presque comme avant. Parce que, même si tu devines que c'est grave, on ne te l'a pas dit. Alors tant qu'on ne t'a rien affirmé, tu peux encore essayer de vivre normalement. Tu vas sortir, vivre, aller dans un salon littéraire sur Paris comme c'était prévu depuis des mois. Ton père va revenir à la maison pour le jour de ton anniversaire. Tu vas t'accrocher à tout ce qui est positif en redoutant la date du 4 décembre 2018. Celle où tu sauras. Ce seront tes derniers jours d'insouciance. Les derniers jours de ta vie d'avant. Le mot est tombé. Cancer. Ce mot que tu as toujours entendu dans les bouches des autres. De celles de tes amis qui ont perdu un parent, de connaissances de boulot qui ont connu ça dans leur famille et chez leurs amis, de celles des journalistes à la télévision pour parler de la recherche ou de l'augmentation de certaines formes de cette maladie, dans les chansons, les séries, les films. En fait, le cancer, pour toi, c'était presque de la fiction parce que, même si tu le savais réel, il t'avait jamais touché personnellement. Tu savais que ta grand-mère en était morte, mais t'avais 4 ans, t'avais pas su. La meilleure amie de ta mère aussi. Mais t'étais jeune et tu l'avais pas vu. Et cette fois-ci, il était là, chez toi, venu s'attaquer à l'un des piliers de ta vie, un des intouchables, ton père. Le moment où ta mère t'apprend la nouvelle, tu fonds en larmes. Tu relâches toute l'attente qui te bouffait les tripes, tu pleures l'espoir perdu que ce ne soit rien, tu souffres de ne savoir que le combat ne fait que commencer et qu'il sera sans doute rude. T'es terrifié par le seul concept porté par ce mot parce qu'il implique que c'est grave. Tu demandes à quitter le boulot plus tôt parce que tu seras pas capable de te concentrer après cette nouvelle, et tu plaques tout pour filer chez tes parents. Tu retrouves ton père souriant, assis dans son fauteuil roulant devant un vieux film qui le fait marrer. Tu retiens tes larmes parce que t'as pas envie de lui transmettre ta souffrance. C'est lui qui est malade, pas toi. T'es là pour le porter et pas l'inverse. Même si t'es sa fille, c'est à toi cette fois-ci de le rassurer. Mais il est pas dupe ton père. Il les voit bien tes yeux rouges et gonflés. Il devine très bien que t'as pleuré tout le long du trajet pour venir le rejoindre. Il te connaît. Il te sourit quand tu prends une chaise pour t'installer à côté de lui. Il fait comme si de rien n'était quand tu prends sa main dans la tienne et que tu fais mine de regarder le film avec lui. Il sait. Il dit rien mais il sait. Chez toi s'enclenche alors une mécanique qui deviendra récurrente dans les mois à venir. T'enregistres. Tu graves dans ton esprit tout ce qui est en train de se dérouler, comme si tu savais qu'il fallait retenir tous les instants, parce qu'un jour, il n'y en aurait plus d'autres à partager. Tu prends conscience qu'aujourd'hui, tout ce que tu as connu a changé. Même aujourd'hui, tu te souviens exactement de ce moment. De l'emplacement des objets, de sa place et de la tienne dans le salon, de la lumière, des sons, de son sourire tendre. Tu enregistres tout, même les moments qui semblent être les plus insignifiants. Regarder un film, lui apporter un café, rire à une blague. Lui raconter les aventures stupides de tes chats pour l'entendre rire ou le voir sourire. Pour toi, c'est à la fois indispensable et douloureux de le faire. Mais tu peux pas t'en empêcher, c'est comme ça. T'enregistres, quitte à ce que les souvenirs te fassent sourire plus tard. T'enregistres parce que tu sais que le temps restant pour créer de nouveaux souvenirs vient d'être drastiquement réduit. Tu rentres chez toi ce soir-là. Parce que malgré ce mot, il faut continuer à vivre. T'as pas le choix de faire autrement de toute façon. T'as pas vraiment le goût de manger, alors tu nourris les chats et tu fais ce qu'il faut pas faire, mais que chaque malade ou accompagnant peut difficilement s'empêcher de faire quand la vie lui met un coup de pelle pareil. Tu vas sur internet. Tu tapes glioblastome. Et là, le sol s'ouvre sous tes pieds et la terre t'engloutit. Les mots incurable, espérance de vie 15 mois, agressif, grave, le 3e plus mortel. Ils te sautent aux yeux. T'avais commencé à essayer d'assimiler cancer dans ton quotidien et ta mère t'avait dit que c'était un cancer agressif. Mais là, tu réalises que tu vas aussi devoir t'habituer à un autre concept qui t'a toujours terrifié concernant tes parents, leur mort. Ce soir-là, tu pleures comme ça t'est jamais arrivé dans ta vie. T'es en état de choc. Tu pleures sans pouvoir t'arrêter et la moindre perspective d'avenir te terrifie. Parce que t'as retenu qu'une chose dans tes recherches, le délai, et il te pétrifie. 1 an en moyenne. Parfois moins, parfois plus comme la moyenne haute de 15 mois. Et si t'es vraiment chanceux, tu peux espérer 5 ans avec le glioblastome. T'as vu que ça concernait seulement 2% des cas. Alors tu commences à faire des calculs plus que malsains qui vont t'empêcher d'envisager l'avenir comme un allié désormais. Tu te projettes dans la moyenne haute de 15 mois et tu réalises que c'est dans pas longtemps. Une forme de décompte macabre s'opère alors dans ton imaginaire et t'arrives pas à l'effacer. T'arrives à envier des gens qui tiennent 5 ans avec alors que, dans le fond, 5 ans, c'est presque rien dans une vie et que c'est toujours aussi injuste de voir son avenir réduit à quelques poignées d'années. Mais c'est trop tard. Désormais, tu vas créer une obsession du temps et on aura beau te dire que chaque cas est différent, tu pourras pas décoller ton nez des statistiques avant d'accepter la réalité de ce qui arrive à ton père. Il paraît que c'est normal. T'entendras les mots « vivre au jour le jour », mais tu pourras pas les intégrer. Pas encore. Toi, tout ce que tu retiendras à ce moment précis de ton chemin, c'est que chaque journée qui passe est une journée de moins dans cette espérance de vie limitée. Parce que tu supportes pas cette perspective d'avenir plus que pessimiste, tu passes désormais par l'étape de la négociation. Tu vas chercher tous les moyens permettant de modifier l'existant et ce qui attend ton père dans l'évolution de sa maladie.
D'abord, ça passe par des pensées totalement improbables qui pourraient sembler absurdes, voire abominables auprès du commun des mortels. Par exemple, si là, tout de suite, on te proposait de tuer le passant qui traverse le trottoir pour avoir la garantie que le cancer de ton père disparaisse, tu le ferais. T'y réfléchirais même pas, tu le ferais. T'ignores que ce type a une vie, une famille, des amis, des sentiments ou potentiellement la même saloperie de maladie que ton père. Tu penses qu'à ton père, c'est tout ce qui compte. T'en veux à toutes les personnes âgées que tu croises dans la rue ou dans les transports en commun. Tu te dis qu'ils ont atteint un âge que ton père frôlera même pas, que c'est pas juste et que t'aimerais bien qu'ils puissent récupérer leurs années restantes. Là encore, tu te moques bien de savoir si ces personnes sont pas déjà malades ou que l'un de leurs proches traverse la même épreuve que toi. À ce moment-là de ta vie, ton monde tourne autour du drame que t'es en train de vivre. Il pourrait y avoir une 3e guerre mondiale que tu t'en cognerais les ovaires. Ton père ait trouvé une solution à ce qui lui arrive est devenu ta seule motivation. Ton nouvel oxygène. C'est l'une des rares raisons qui te motive à te lever le matin. Même si ces solutions sont improbables, malsaines, impossibles. Là encore, c'est normal. Ton psy te l'a dit. On passe tous plus ou moins par là. Comme tu réalises que t'es pas une meurtrière et que les génies qui exhaustent les souhaits n'existent pas, tu vas changer de méthode. T'as lu des expériences d'autres malades et accompagnants sur internet et d'un coup tu vas te mettre à penser que tu peux réinventer la médecine. Que les médecins ont pas tout vu, tout essayé et que le cas de ton père peut pas être si désespéré. Il y a forcément une autre solution. C'est pas possible autrement. Dans ces témoignages, on parle de régimes cétogènes sans sucre, qui ont eu des résultats spectaculaires chez certains malades en faisant presque disparaître la maladie. On t'y explique que la tumeur se nourrit exclusivement de sucre, et qu'à l'aide de ce régime supprimant sa base d'alimentation, elle se retrouve privée de ses ressources. On te parle aussi d'huile de cannabis qui semble fonctionner dans le ralentissement de la progression de la tumeur, parce que ça réduit la vascularisation cérébrale et donc la transmission des cellules cancéreuses. T'explores toutes les pistes, tu notes tout. Avec ces morceaux d'informations, tu regagnes un peu d'espoir en te disant que, peut-être, ton père fera partie des miraculés si on les applique. Tu transmets tout à ta mère pour qu'elle puisse mettre ça en place à la maison. Tu lui parles des compléments alimentaires qui peuvent aussi aider pendant les chimiothérapies. Tes amis ont beau te dire que si c'était de vraies solutions prouvées et réellement efficaces dans la lutte de ce cancer, les neurologues et oncologues les auraient déjà prescrites depuis longtemps. Mais t'as pas envie d'entendre ces mots. Ils sont trop violents pour toi. Parce qu'ils voudraient dire que tu ne peux rien faire. Rien d'autre qu'attendre que les traitements déjà prescrits fonctionnent. Et rien faire, ça, tu peux pas. Tu te sens déjà tellement impuissante devant cet ennemi implacable qui est venu renverser vos vies à toi et ta famille. Alors tu continues de chercher, parce que c'est la seule façon que t'as trouvée pour réussir à pas t'effondrer. Tu peux pas t'empêcher d'agir parce que les médecins ont dit que les séances de radiothérapie et de chimiothérapie commenceront pas avant la fin du mois de décembre. Dans 2 semaines, pour Noël. Le temps de préparer le masque que ton père portera lors des séances de radiothérapie, de programmer les sessions, de mettre en place tout le protocole en soi. Sauf que depuis que t'as découvert qui était ton ennemi, tu sais qu'il agit sans attendre. Il joue pas d'après les règles, lui. Si sa victime est déjà à terre, il se prive pas de la violenter quand même. Alors si tu peux essayer de lever des boucliers et créer une espèce d'armure autour de ton père avant que le combat à armes égales commence, tu le feras. Parce que l'attente te rend folle d'inquiétude et d'angoisse. Parce que chaque minute qui passe, tu sais que la tumeur est en train de s'attaquer à la vie de ton père. Et ça, tu le supportes pas. Les jours passent et la vie continue. Mais t'as du mal avec ça. Tu comprends pas comment le monde peut continuer de tourner pendant que le tien il s'est violemment cassé la gueule le 4 décembre dernier. C'est la période de Noël. La plupart des gens autour de toi sont joyeux et un peu euphoriques. C'est normal. C'était comme ça pour toi aussi l'an dernier. Tes collègues de boulot parlent de leurs prochaines vacances, des cadeaux qu'ils veulent faire et de ce qu'ils vont manger. Et toi, t'as qu'une envie, c'est crier. Parce que tu te dis que ce sera probablement le dernier Noël que tu passeras avec ton père de son vivant. Que le seul cadeau que t'as envie d'avoir, il se commande pas sur internet et que le repas de Noël, il sera probablement tout sauf joyeux. T'en peux plus des téléfilms de Noël qui passent en continu à la télévision. Tu supportes pas les guirlandes lumineuses et les chansons qui passent en boucle un peu partout où tu vas. T'as envie d'hurler à chaque fois que quelqu'un te souhaite de bonnes fêtes. T'as envie que le mois de décembre n'existe plus et qu'on passe directement au janvier. Le 31 janvier précisément. Parce que tu redoutes déjà les bonnes années qui suivront. Ce que tu sens dans tes tripes, c'est que l'année à venir sera sans doute la pire de ta vie. Parce que ce sera celle où tu perdras ton père. T'as envie que les gens soient aussi misérables que toi parce que tu supportes plus leur bonheur. Pourquoi eux ils ont la chance d'être aussi insouciants et pas toi? Parce que tu te poses qu'une question depuis le début. Pourquoi lui? Pourquoi nous? Pourquoi ça arrive pas aux personnes qui font de mauvaises choses, ça? Pourquoi pas aux pédophiles, aux meurtriers, aux violeurs? Pourquoi ça arrive pas à des monstres? Et pourquoi c'est tombé sur ton père? Et tu sais que t'es pas la seule à la ressasser cette question. Ton père aussi. C'est souvent qu'il te le dit quand tu viens le voir à la maison. Pourquoi moi? Et tu mettras du temps à accepter la réponse aussi simple qu'injuste à cette question. La vie n'est pas juste, pas logique, pas équilibrée. Les cancers arrivent et c'est comme ça. Après, il faut faire avec, du mieux qu'on peut. Mais comment accepter que des choses aussi cruelles vous tombent dessus ainsi du jour au lendemain? Avec du temps, sans doute. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour toi. Tu pourras pas l'appréhender tout de suite. Ton recul s'est fait la malle avec ta patience depuis longtemps. T'es en colère la plupart du temps, quasiment tous les jours. Parce que le reste du monde ne s'est pas automatiquement adapté à ta douleur. Lui, il continue d'avancer avec ses petits bobos et ses problèmes personnels alors que tu voudrais qu'il réalise le drame qui se passe dans ta vie à toi.
Ce qui te fait vriller régulièrement en cette période hivernale, c'est quand les gens se plaignent d'avoir un petit rhume, une angine ou même la grippe. T'as envie de leur demander s'ils voudraient pas arrêter de se plaindre quand leur maladie se soigne et pas celle de ton père. Que t'aimerais 100 fois que ton père ait la grippe pendant 4 mois plutôt que son cancer. Tu réalises pas que l'an dernier t'as sans doute fait la même chose alors que d'autres souffraient comme c'est le cas pour toi aujourd'hui, sans que t'en sois consciente. Tu réalises pas que c'est plutôt normal et sain de se tracasser sur les petites choses du quotidien. T'oublies que les gens te voient tous les jours abattu et savent plus comment te parler depuis que tu t'es enfoncé dans cette colère. Mais tu te dis que toi, t'as le droit. Pas eux. Cette rage, elle va jamais vraiment te quitter pendant ces 11 mois. Parce que tu pourras jamais vraiment accepter ce qui arrive à ton père. Parce que cette maladie va le déshumaniser entièrement, vite et brutalement. Parce que certains de tes repères, même ceux qui te semblaient être les plus ancrés, vont vaciller et tomber. Et qu'il faudra s'habituer à toutes ces nouvelles configurations pour tenir la distance. Pour survivre. Même si elles changent tous les jours. Même si t'es épuisé. Même si certains jours t'aimerais juste te rouler en boule et pleurer jusqu'à ce que tu t'endormes. Pour plus penser. Pour oublier. Pour ne plus souffrir. Mais ça, tu pourras pas. Tu ne te le permettras pas. Alors tu seras en colère, parce que ce sera l'un des seuls moteurs qui fait que tu te lèveras le matin. Une rage folle de vouloir agir, d'aider ton père et de ne pas ressentir cette impuissance si cruelle face à la maladie qu'il dévore. Parce que t'as compris une chose depuis que tu connais le glioblastome. Le combat qui s'engage avec lui, c'est une course contre le temps. Celle contre la progression constante et implacable de cette tumeur mortelle. Parce qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de solution pour la bloquer. Seulement la ralentir, retarder sa progression fatale le plus longtemps possible. On ne vit pas avec le glioblastome. On essaye juste d'y survivre. Alors chaque nouvelle journée qui passe, tu mets toutes tes forces dans la bataille. Tu sais que ton ennemi ne se fatiguera jamais, alors t'as pas le droit de faiblir. Si jamais ton père baisse les bras, tu seras là pour le relever, coûte que coûte. C'est ta mission, et tu vas t'employer à la tenir. En janvier, pour le premier jour de cette nouvelle année, ton père est hospitalisé. Dépressif de nature, son cancer ne fait qu'aggraver cet état et ses pensées suicidaires. Poussé par la colère et la dépression, il aura des gestes graves, vite suivis par une crise d'épilepsie, juste avant sa séance de radiothérapie. T'apprendras quelques jours après, lors de l'IRM de contrôle, que c'est sa tumeur qui saigne, et que les traitements jusqu'alors appliqués vont devoir être mis en pause, jusqu'à ce qu'on décide de quelque chose. C'est à ce moment précis que tu comprends vraiment à quel point le quotidien qui l'attend est plus qu'incertain. Parce que vous avez beau avoir suivi scrupuleusement le protocole, cette connasse de tumeur continue de faire souffrir ton père et refuse de lui laisser un peu de répit. Parce que malgré les corticoïdes, la chimiothérapie, la radiothérapie et tous les soins, son état ne fait que s'aggraver. Les maux de tête qui sont à peine supportables sous morphine, les moments de conscience de plus en plus brefs, la paralysie de plus en plus forte. Et c'est le début de longues séries de crises d'épilepsie. T'oublieras jamais vraiment le moment où t'as vu la lumière disparaître des yeux de ton père lorsqu'il a fait une crise devant toi. Ses yeux dans le vague, ses membres lourds et son absence flagrante, malgré son corps là, juste devant toi. Ni ta détresse et ton impuissance quand il ne réagissait pas à tes appels et stimuli. Tu comprends pas comment, en faisant tous les bons calculs, on ne parvient pas à obtenir le résultat escompté. T'as beau essayer de te raccrocher au mur pour ne pas tomber, ils se font liquides sous tes doigts et tu chutes. Constamment. On t'annonce que le protocole jusque-là mis en place va être mis en pause après à peine une dizaine de jours de traitement. L'angoisse te monte à la gorge. Parce que même si ton père est épuisé par ces derniers, tu sais qu'ils sont là pour déloger la tumeur. Qu'en attendant de prendre une décision, c'est l'occasion pour le glioblastome de récupérer et de reprendre du terrain. Ta mère te dit que les neuro-oncologues doivent se réunir pour savoir si on arrête l'ensemble des traitements pour passer en palliatif, ou s'il vaut basculer sur un nouveau protocole. L'idée même que les médecins puissent envisager de tout stopper te coupe le souffle. Ça ne peut pas s'arrêter si vite. Pas seulement un mois après avoir appris que ton monde s'écroulait. Après une concertation que tu auras vécue comme la pire des tortures, les neurologues et oncologues vont décider de poursuivre les traitements existants et de les renforcer avec un nouveau protocole. Ce protocole, c'est l'Avastin. Une injection tous les 15 jours d'un produit visant à réduire la vascularisation cérébrale pour limiter les canaux par lesquels passent les cellules cancéreuses. T'espères comme t'as jamais espéré de ta vie. Il faut que ça marche. Il faut que ton père sorte de cet état de quasi-coma dans lequel il est plongé depuis plusieurs jours. Ta mère t'apprendra vers la fin de vie de ton père qu'à ce moment-là, les oncologues avaient estimé un décès à très court terme. Une dizaine de jours, grand maximum. Il dépassera ce délai de 8 mois. Les premiers jours sont difficiles. Ton père dort quasiment tout le temps et ses brefs éclairs de conscience ne sont ponctués que par des maux de tête. Il a du mal à communiquer, s'alimente à peine et ne semble pas vraiment être là. Mais il va réussir à remonter la pente, tout doucement. D'abord, il va regagner conscience de plus en plus souvent, puis il va se remettre à manger et reprendre un peu des 17 kilos qu'il a perdus en 2 mois. Peu à peu, sa voix se fera de plus en plus assurée. Bientôt, il retrouvera la capacité de discuter avec toi ou de se distraire devant la télévision. Il sort de l'hôpital et retrouve une maison qui a dû s'adapter à sa nouvelle condition. Comme il ne peut définitivement plus marcher, un lit médicalisé a été installé dans le salon afin de lui permettre d'être à l'aise quand il n'est pas dans son fauteuil. C'est étrange de voir ce salon dans lequel tu as grandi défiguré par du matériel médical que tu n'aurais jamais imaginé voir ici. C'est le début de tout un tas de nouvelles habitudes et mécaniques qui vont se mettre en place au fil des mois. Le bal des soignants pour commencer. Les infirmiers, 2 fois par jour. La piqueuse, comme l'appellera ton père, qui viendra prévenir le risque de phlébite, puisqu'il ne bouge plus, en injectant des anticoagulants. Les aides de vie pour sa toilette, tous les 2 jours. Le kinésithérapeute, 2 fois par semaine. Et tout un tas d'autres, selon les occasions, les hauts et les bas.
Ta mère, qui est à la retraite depuis une petite année, va vite se transformer en aide-soignante et aide de vie pour ton père. Elle sera sans doute celle pour qui les choses auront été le plus transformées. Elle est désormais en charge de tout. L'organisation des différents rendez-vous médicaux, la programmation des trajets en ambulance, informer famille et amis des différents événements, aider au quotidien ton père en l'aidant à manger, se distraire, le soulager de sa douleur, de ses peurs, ou même des tâches particulièrement ingrates quand il faudra l'aider à faire ses besoins. Ta mère, tu vas plus que jamais l'admirer pour sa force durant ces 11 mois. Elle baissera jamais les bras, malgré la douleur et les difficultés. Toi, tu feras au mieux pour l'aider. T'iras tous les soirs ou presque chez tes parents pour filer un coup de main, vider la machine à laver ou le lave-vaisselle pour que ta mère ait ça en moins à gérer, aider ton père à manger, l'occuper aussi, et profiter de lui, du mieux que tu peux. 2 mois ont passé. T'as tenu le choc comme tu pouvais. D'ailleurs, on vous dit souvent à ta mère, ta sœur et toi que vous êtes forte, que vous êtes courageuse de continuer à avancer dans cette situation si difficile à vivre. Mais comment faire autrement ? Maintenant que tu es dedans, tu comprends mieux le cheminement de ceux que tu as vu passer par là. On n'a pas le choix de l'être, courageuse. Si on ne fait pas face à l'épreuve, on s'effondre devant elle. Et si vous tombez, qui sera là pour prendre soin de ton père ? Il a besoin de vous pour avoir envie de se battre, pour envisager l'avenir aussi incertain soit-il. Alors le seul choix possible, c'est d'avancer, de sourire, d'essayer de vivre la vie presque comme avant. Baisser les bras n'est pas envisageable. Ce ne sera possible que lorsque tout sera terminé, pas avant. Tu pleures bien sûr, mais jamais devant lui. Chez toi, très souvent. Au bureau quand c'est trop fort et parfois même chez tes parents, dans leur toilette, pour que ton père n'entende pas. C'est pratique. La salle de bain est juste à côté, comme ça, quand tu reviens dans le salon, il ne se doute de rien. Ta mère aussi partagera tes larmes en te raccompagnant souvent le soir chez toi. Ça vous fait du bien de craquer. C'est nécessaire, mais jamais permanent. Ça fait désormais 3 mois que ton père est officiellement malade, et son état semble doucement s'améliorer. Une deuxième IRM en mars viendra d'ailleurs soulever un peu de la chape de plomb qui s'était abattue sur toi. Les résultats ne sont pas spectaculaires, mais la tumeur a légèrement régressé, tout comme l'œdème qui comprimait son cerveau, provoquant ces maux de tête insupportables qu'il subissait. Tu sais que le glioblastome est toujours là, mais tu t'accroches à cette bonne nouvelle comme à une bouée de sauvetage, parce que tu sais qu'elle motivera ton père. Tu sais qu'elle lui donnera l'envie de s'accrocher un peu plus fort. Comme il a repris des forces, vous pouvez désormais injecter un peu du quotidien d'autrefois dans ses journées. Les médecins et tous tes amis qui sont passés par là t'ont dit que c'était le plus important pour continuer à avancer. Ne pas laisser la maladie prendre le dessus, en faisant comme si elle n'était pas tout à fait là. Alors vous reprenez une partie de vos habitudes d'autrefois. Sortie au cinéma et restaurant favoris, balade dans le centre commercial pour acheter des bêtises. Un restaurant mensuel avec ses frères. Rigoler en regardant des mariés s'entretuer à la télévision pour une lune de miel. De nouvelles habitudes viennent s'ajouter elles aussi. Tes oncles qui viennent presque tous les jours pour l'heure du café et parler de tout et rien. Faire une balade au parc pour profiter du soleil et du chant printanier des oiseaux. Donner rendez-vous à ses collègues dans un bar pour qu'ils puissent lui raconter les dernières nouvelles. Au fil du temps, vous apprendrez à créer ce nouveau quotidien ponctué de toutes ces petites habitudes d'avant et de toutes celles médicales, familiales et amicales qui s'y sont ajoutées. Si tu as commencé à te faire au train-train médical et au quotidien de la maladie, l'une des choses les plus difficiles que tu as dû te résigner à faire, c'est de feindre. Feindre que tout va bien, que ton père a une chance de survie. Parce qu'il a jamais vraiment voulu savoir, ton père. Quand la neurologue lui a annoncé que son cancer était agressif, la seule chose qui préoccupait ton père, c'était de remarcher. Il a jamais vraiment cherché à savoir quelles étaient ses chances de survie, si sa vie était vraiment menacée. Il est parti du principe que c'était un nouveau combat, sortir de ce fauteuil dans lequel il se retrouvait cloué et marcher. Dans le fond, tu te dis que c'est bien, que ça lui donne la force et l'envie de se battre pour le futur. Mais tu peux pas empêcher ton cœur de se glacer quand tu l'entends dire devant certaines émissions « On ira là-bas quand je serai guéri ». Parce que les chiffres, tu les as pas oubliés. Tu sais que la survie durable est un véritable miracle dans sa maladie, une impossibilité. Mais tu souris toujours. Tu lui dis oui tout en refoulant les larmes qui menacent de couler. T'as l'impression de lui mentir tout en sachant qu'il te ment aussi, qu'il est pas naïf, qu'il sait très bien que c'est loin d'être gagné. Tu te doutes qu'il s'empêche d'être négatif devant ses filles. Même malade comme un chien, il reste ton papa, toujours là pour te protéger. Tu sais qu'il craque souvent quand t'es pas là. Ta mère te le raconte. Il angoisse. Il a peur de la maladie, de son immobilité, du temps, de la mort. Mais tout le monde fait semblant, parce que personne n'a envie de laisser la peur prendre toute la place. Vous ne parlerez jamais vraiment de la fin, même quand elle arrivera. Le jour que tu redoutais le plus arrive en août. Depuis un mois, quelques signes révélateurs montraient que l'état de ton père était en train de se dégrader à nouveau. Perte d'appétit, discours parfois peu cohérents, apparition de troubles visuels, maux de tête plus fréquents et plus compliqués à régler. T'essayais de trouver des excuses à ces nouveaux désagréments pour dissimuler leur réalité et fuir ta peur. Mais la neurologue va y mettre un terme en prenant la décision d'arrêter les traitements. Plus de chimiothérapie, plus d'Avastin, plus rien. D'abord c'est le choc, l'incompréhension. Ensuite une douleur immense. Puis enfin les larmes. Tu pleures comme le jour où t'as appris l'existence du glioblastome. Tu pleures parce que c'est la fin de l'espoir de gagner du temps, parce qu'il va falloir commencer à faire vraiment face à l'issue de ce cancer, parce que t'es soulagée de ne plus avoir redouté la progression de la tumeur. Elle a fait son chemin. Elle s'est même installée dans une deuxième zone du cerveau de ton père. T'es partagée entre la terreur de le voir partir à moyen terme et apaisée de ne plus avoir à craindre les signes négatifs de la progression du cancer en permanence. Il n'y aura plus d'amélioration. Aussi terrible à dire,
T'es soulagé de ne plus avoir à subir les fluctuations cruelles de la maladie. Elle te rendait dingue. T'étais terrorisé en permanence, sur tes gardes à chaque souffle, obsédé par le moindre nouveau petit changement. Au moins maintenant tout ça c'est terminé. Tu vas souffler. Ton père sera rapidement placé sous hypnovèle, un anxiolytique et sédatif puissant qui le fera bientôt se transformer en une personne que tu ne reconnais pas. Ton père est bien là, mais endormi la plupart du temps. Ailleurs quand il est éveillé, presque déjà parti. La peur cédera vite de nouveau la place à la colère. T'en voudras au médecin de te l'avoir déjà arraché avec ce poison, sans vous prévenir qu'il le rendrait ainsi. Tu te dis que vous aviez peut-être quelques précieux jours à vivre encore ensemble avant qu'il agisse. Parce que, comme si prendre conscience que la mort imminente de ton père n'avait pas déjà été assez insurmontable, la vie va te mettre un second coup de pelle au visage. Le silence des proches. Pas celui de tes amis. Ils sont là depuis le début. Mais celui d'une partie de ta famille qui n'a pas été là. Des personnes avec qui tu as grandi, pour qui tu avais un amour profond, que tu imaginais être présent dans les moments pareils. Sauf que certains n'ont jamais pris de nouvelles, d'autres n'ont jamais daigné se déplacer le voir, certains n'auront des informations sur lui qu'à l'annonce de son décès. T'as mal pour ton père qui méritait pas une telle ignorance. Tu souffres pour ta mère qui se sent bien seule, et tu leur en veux de ne pas avoir su être le soutien et la couverture d'amour dont vous aviez cruellement besoin. Difficile de garder la tête froide. Tu confonds tout et les sentiments se mélangent tous à nouveau. Peur, colère, choc, tristesse, négociation, attente. Mais l'attente a changé. Comme si, cette fois-ci, t'attendais le départ de ton père comme une délivrance. Parce qu'il a assez souffert, parce qu'il n'y a plus rien à attendre, parce qu'il mérite d'enfin se reposer. Tu te rends compte qu'en fait, t'as déjà commencé à entamer une sorte de deuil. Celui de ton papa d'avant, celui qui n'était pas encore malade, celui qui riait devant des bêtises à la télévision, avec qui tu faisais des blagues stupides, à qui t'as mis se faire souvenir des maisons de Poudlard qu'il oubliait toujours. Celui qui t'a fait grandir et aimer. Ton meilleur ami, ton confident, ton père. Celui-là, il est déjà un peu parti depuis 11 mois. Désormais, c'est ce nouveau papa malade qui est en train de vous quitter tout doucement. Le 18 septembre 2019, après 11 mois de bataille contre le glioblastome, il rejoindra les étoiles pour veiller sur ta mère, ta sœur et toi. 1 an plus tard, t'as toujours mal. T'as toujours l'impression qu'on t'a arraché une partie de ton corps sans anesthésie, mais t'es certaine d'une chose. Ton amour pour lui est toujours aussi vivant, et tu sais que la réciproque est aussi vraie. T'es certaine d'une autre chose aussi, c'est que t'es pas la seule dans ce combat, que malheureusement des milliers d'autres familles ont vécu le même que le tien, et que d'autres se battent encore, que la lutte contre le glioblastome, elle est pas finie. Mais que pour qu'elle avance, il faut en parler, il faut la médiatiser, il faut la financer. Alors tu te fais une promesse, en parler, encore et encore, pour alerter, pour aider, pour soutenir les malades et leurs accompagnants, et pour se souvenir de tous ceux qui peuplent les étoiles avec ton père. Tu le fais pour que plus personne n'ait à traverser le même parcours que le tien, que plus personne n'ait à perdre un papa, un frère, une sœur, une mère, un fils, une fille, une amie, quelqu'un qu'il aime. Tu le fais pour ton père, Didier, pour Cécile, Pompeux, Pierre, Patrick, Michel, Jean-Pierre, Emmanuel, Pedro, Marc, Josiane, Abdelkader, Daniel, la ptiote, Mustapha, Laurent, Élie, Fatma, Annie, Gilles, Alain, Kamel, Philippe, Maria, Ludo, Paulette, Florence, Stéphane, Pascal, Nathalie, Claélia et toutes les autres étoiles qui vous regardent.